Donc, j'ai commencé l'enregistrement. C'est juste pour dire que d'assister à cette rencontre équivaut à consentir à être enregistré, mais il n'y aura pas d'enregistrement pour les interventions hors de celles de l'équipe, ni pour les questions-réponses. Donc, il faut que je l'enlève à ce moment-là pour que les échanges demeurent confidentiels. Tout le monde m'entend bien et voit bien mon écran. Génial. OK, mais on va commencer tranquillement, pas vite. Donc, bonjour et bienvenue. Je suis Josiane, donc la coordonnatrice du projet Apprends-moi la tristesse. Puis, je vous remercie sincèrement d'être avec nous aujourd'hui. Ça nous fait plaisir que l'espace existe pour qu'on se rencontre. Fait que merci aussi à Grief Matters de nous accueillir dans sa semaine euh, autour de la grief literacy. Dans le fond, c'est un terme en anglais, mais moi, je le traduirais en français par un mouvement qui vise à faciliter et à normaliser les conversations autour du deuil, et ce, avec toute l'humanité et toute la bienveillance qui s'impose. Donc, d'ailleurs, je connaissais les deux co-instigatrices là, de Grief Matters, ces deux expertes, donc Suzanne Cadel et Marie-Hélène McDonald, puisque je les avais citées dans mon mémoire quand je faisais ma maîtrise à McGill sur le deuil. Et j'ai aussi participé à leur consultation nationale sur le deuil, et c'était vraiment très, très bien fait. Donc, c'est des personnes impliquées à l'échelle du Canada en entier. On voit à l'écran les logos, donc nos hôtes. Ensuite, on a le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour son généreux soutien financier qu'on remercie. Et merci bien sûr à Deuil Jeunesse, sans qui le projet aurait tout simplement pas pu exister sous sa forme actuelle. Et puis, on a José qui est dehors au soleil avec nous aujourd'hui, qui peut nous dire deux mots sur elle-même et son organisme. Alors, bonjour, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Il n'y a pas de journée pour le deuil, même quand il fait soleil et que c'est la fin de semaine. Alors, je suis Josée Masson, je suis la fondatrice de Deuil Jeunesse, qui est un organisme de bienfaisance qui vient en aide aux enfants, adolescents, familles, adultes qui vivent la maladie grave, l'abandon, la disparition, mais principalement la mort d'un être cher. Alors, j'ai créé cet organisme-là pour pallier à un manque quand j'étais dans ma pratique dans le réseau public pendant 13 ans, dans les années 95, 96, 98, là. Alors, bien, j'ai voué l'entièreté de ma carrière finalement aux enfants et aux familles endeuillées. J'ai écrit des livres sur le sujet. Je vais souvent en Europe aussi pour parler de ce sujet-là, mais ces jeunes-là ont apporté une façon de voir la vie et la mort d'une façon si différente. J'ai hâte de vous entendre. Je suis vraiment contente que vous ayez accepté de faire tout ce que vous avez fait auprès des jeunes de Deuil Jeunesse. Alors, merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Merci. Merci José, puis tu vas voir, on va sûrement t'inviter à parler de tes livres à la fin de la présentation. Ça va nous faire plaisir d'en savoir plus, puis de savoir lesquels aller acheter en premier, parce que ça va s'inscrire même dans la suite du projet. Fait que je poursuis. Bon, moi, dans le fond, aujourd'hui, je suis étudiante au doctorat en bioéthique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, et ça fait un an pile que je travaille avec le professeur Jean-Marc Barrault qu'on voit avec le pouce en l'air sur la photo. C'est notre chercheur principal derrière, dans le fond, tout ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Et lui, il a développé une expertise en accompagnement social des personnes endeuillées et en anthropologie spirituelle. Et c'est vraiment, le projet découle de son leadership. Il n'est pas là aujourd'hui, mais on espère lui faire honneur. Donc, je vous présente sans plus tarder les trois autres membres de notre équipe interdisciplinaire, et vous allez voir comme elles sont sympathiques. Laura, je te laisse la parole.
Bonjour à tous, merci beaucoup d'être ici. Je m'appelle Laura Humez et je suis finissante au baccalauréat en psychologie à McGill et je me suis spécialisée dans le développement de l'enfant. Mathilde. Excusez-moi, je ne trouvais plus comment allumer mon audio. Donc, moi, c'est Mathilde Michelet. Donc, pour ma part, je suis diplômée de psychologie et de criminologie. Actuellement, je suis intervenante et médiatrice en justice réparatrice. Puis, je suis vraiment contente d'être là avec vous aujourd'hui. Quand on m'avait parlé du projet, j'avais tout de suite eu envie d'embarquer et je trouve ça vraiment cool qu'on puisse le partager et vous en parler aujourd'hui. Et la dernière, mais non la moindre, Sophie. Allô, moi, dans le fond, c'est Sophie Charbonneau. Je suis étudiante à la maîtrise en criminologie, puis c'est surtout l'enjeu autour du bien-être des enfants qui m'intéresse énormément. Donc, je suis très contente de pouvoir vous présenter notre projet qu'on a travaillé si fort depuis plus d'un an maintenant, puis j'espère que vous allez bien apprécier. Donc, je conclus ma petite introduction avec quelques avis. Donc, il ne s'agira pas aujourd'hui d'émettre des avis professionnels ni de diffuser des résultats définitifs, mais de partager bien humblement notre façon de travailler et les conclusions qu'on a à ce stade-ci. Donc, je répète, qui ne sont pas probantes à ce jour parce qu'elles sont en cours de validation. Sauf qu'à notre sens, ça constitue vraiment des belles amorces de discussion respectueuses et intéressantes à propos d'un sujet aussi délicat que le deuil à l'enfance. Aussi, le but, c'est peut-être de faire écho à vos propres expériences, à vous aussi. Bien sûr, on reconnaît qu'il existe plein d'autres façons valides de voir les choses et aujourd'hui, c'est surtout pour montrer comment se consolide la recherche universitaire sur des sujets aussi intimes, aussi uniques. Et on sait que pas mal tous les universitaires ont vécu un deuil ou vont vivre un deuil. Donc, c'est pas des chercheurs complètement froids ou complètement éloignés de leur sujet. Au contraire, on s'est tous sentis très, très, très concernés. Donc, maintenant que vous savez qui on est, on va donner le détail de comment notre projet s'est déroulé. En somme, avec Deuil Jeunesse, on a pu adopter une posture d'écoute pour que les enfants puissent nous apprendre à nous, les adultes, comment la tristesse se manifestait dans leur vie suite à un deuil. Et puis, les enfants, c'est une autre des parties prenantes qu'on souhaite vraiment, à qui on souhaite vraiment faire honneur aujourd'hui. C'est vraiment important, sont au cœur du projet. Puis selon nous, l'aspect le plus innovant de notre recherche, ça a été de leur donner justement la parole, d'où le nom Apprends-moi la tristesse. Donc, on s'est mis dans une position où est-ce qu'on avait presque oublié c'est quoi la tristesse en tant qu'adulte, peut-être parce que c'est tabou à l'âge adulte, mais on a montré aux enfants qu'on avait besoin de se faire comme rafraîchir la mémoire à ce sujet-là et donc de recevoir un enseignement de leur part. Fait qu'on va vous raconter notre année, puis on va y aller saison par saison, parce que les saisons sont symboliquement porteuses dans le deuil, sont un exemple concret des bouleversements qu'il y a entre la vie et la mort, le renouvellement. Donc, par exemple, l'hiver au Québec, là, quand on a toujours passé les fêtes avec un proche, puis c'est la première année qu'il n'y est plus, il y a un éventail d'émotions qui peut survenir. Et il y a quelque chose de cyclique au Québec aussi dans la manière qu'ont nos 4 saisons de se succéder les unes les autres. Fait qu'on vous raconte notre histoire en commençant à l'automne, parce que l'automne, c'est la rentrée scolaire pour les enfants. Puis en même temps, ça nous transporte exactement où on était l'an passé à la même date. Donc, Laura, ramène-nous à l'automne passé. En automne 2024, on a commencé par une revue de littérature pour savoir ce qui avait déjà été dit dans le domaine. Les écrits qu'on a pu lire nous ont donné une idée générale des avancées dans le domaine et on a pu voir un petit peu les trous que notre recherche pourrait combler. Déjà, qu'est-ce qui a déjà été dit et étudié? Déjà, le deuil des enfants, il est vraiment très différent de celui des adultes pour plusieurs raisons. Déjà, ils ont une compréhension limitée de la mort. Ils ont une expression émotionnelle qui est différente. Les enfants, ils ont tendance à beaucoup plus sortir de l'état de deuil facilement que les adultes. Forcément, ils sont beaucoup plus sensibles aux changements qu'il y a dans leur environnement. Aussi, le deuil est très différent selon l'âge de l'enfant. Un enfant de 4 ans vivra son deuil très différemment qu'un jeune de 6 ans.
alors qu'on voit pas forcément cette différence-là aussi grande pour les adultes. Et forcément, le deuil a un énorme impact développemental, donc sur comment l'enfant va grandir. Mais où est la tristesse dans tout ça? Parce que c'est quand même le focus de notre étude. Donc la tristesse, c'est une émotion très intéressante parce que même si tous les deuils sont uniques et vécus d'une manière très différente avec des expériences émotionnelles très uniques, la tristesse reste une émotion centrale dans ce processus. Donc dans la littérature, il y a beaucoup de recherches sur la tristesse en général et le deuil, mais ça va surtout se baser sur des fonctions évolutives, adaptatives. Donc, je sais pas, la tristesse, par exemple, elle va susciter de l'empathie, faciliter l'introspection. Et dans le cas du deuil chez l'enfant, on va mentionner du coup forcément que l'enfant va passer à travers des épisodes de tristesse, que ce soit à travers des pleurs, à travers des cris ou autre chose. Et on va parler du coup de la tristesse comme quelque chose de nécessaire, un passage obligé dans ce processus de deuil. Mais du coup, dans tout ça, on retrouve vraiment des récits d'adultes qui interprètent les réactions de leurs enfants et on voit très peu, voire pas de témoignages directs des enfants à propos de leur tristesse et comment ils la vivent. Donc du coup, comment les enfants ils vivent leur tristesse, c'est vraiment ce trou qu'on va essayer de combler à travers notre recherche. Donc vraiment laisser la parole directement aux enfants. Donc juste très rapidement pour vous expliquer le modèle théorique qu'on a utilisé. Donc quand on parle de modèle théorique du deuil, je pense que vous avez déjà entendu parler du deuil par phase, donc déni, colère, tristesse, etc. Ça, c'est un type de modèle théorique du deuil. Pour notre recherche, on a décidé d'adopter le modèle qui s'appelle le Dual Process Model. Donc du coup, il voit vraiment le deuil pas par phase, mais vraiment par oscillation. Donc entre quelque chose, en plus une réaction de perte versus une réaction de restauration. Donc c'est le deuil vraiment en oscillation, c'est sur quoi on s'est basé. Maintenant, on va vous parler très rapidement de la méthodologie que on a utilisée. Donc on s'est inspiré de certains éléments de la recherche action participative. Ces éléments étant faire participer les enfants directement et vraiment collaborer avec les enfants. Donc on est vraiment dans une posture d'écoute d'égal à égal. Et on a vraiment fait ce choix pour s'imprégner de l'environnement en temps réel et puis valider plusieurs mois après ce qui a été recueilli. Donc maintenant, on va passer au cœur du sujet, donc les questionnaires. Quelles questions on a posées aux enfants? Donc, je vais vraiment parler du contenu des questionnaires plus tard aussi avec mes collègues. Donc, on a divisé le questionnaire en 4 parties. Donc, la première, apprendre à connaître l'enfant et son histoire, sa tristesse au quotidien. Donc, vraiment quelque chose de plus tranquille pour apprendre à connaître l'enfant, que ce soit plus naturel. Ensuite, on avait les objets de substitution interne. Donc, quand on dit objet de substitution interne, c'est un terme qu'on a utilisé pour désigner une manière interne de gérer la tristesse. Donc, ça peut être, je sais pas, se parler à soi-même, genre ça va aller, papa pense à toi, ou quelque chose comme ça, ou une pensée, ou peut-être dire quelque chose, mais vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de l'enfant. Ensuite, on va parler d'objets de substitution externes, donc quelque chose qui est à l'extérieur de l'enfant, qui va l'aider à gérer sa tristesse. C'est très large, ça peut être une personne, un doudou, des photos, vraiment n'importe quoi qui va aider l'enfant à gérer sa tristesse. Et ensuite, la dernière partie, c'est la tristesse est-elle réparatrice ou du moins perçue comme telle par les enfants? Donc, est-ce que les enfants, ils se sentent mieux après avoir été tristes, etc. Donc maintenant, on voulait vraiment respecter tous les modes d'expression que les enfants pourraient avoir. Donc peut-être ils se sentiraient pas très bien à l'aise avec les mots, mais peut-être qu'un autre médium, ça pourrait les aider. Donc pour pallier à ça, on a fait un questionnaire avec 2 types de formulations pour chaque question. Donc, une question qui était plus simple, plus directe pour un enfant qui aurait peut-être plus de difficultés à s'exprimer, et une version un petit peu plus adulte, donc pour que les enfants un petit peu plus vieux ou plus verbal, ils ne se sentent pas infantilisés. Pour construire nos questionnaires, on s'est inspiré du protocole NICHD. On a 2 criminologues avec nous, donc on était bien entourés. Basically, c'est un protocole qui était utilisé par les policiers pour minimiser les biais, donc vraiment éviter l'impact que nous, on pourrait avoir sur les réponses des enfants. Et avec tout ça, on a également apporté des roues, des crayons, des images. Donc si jamais les enfants ils préféraient s'exprimer avec d'autres médiums, c'était quelque chose de possible. Merci beaucoup. Donc, on passe au volet éthique.
Première chose, notre projet a été approuvé par le Comité d'éthique de la recherche de l'Université de Montréal, volet société et culture. Puis, donc, on s'engage à conserver une ligne éthique à tous les moments. Déjà, aujourd'hui, on le pratique, donc on nomme aucune information identifiante. Quand on utilise un cas individuel, on a changé le prénom, on a changé le genre, on a changé l'âge pour que ce soit impossible de faire le lien avec une personne vivante. Euh, à part ça, on a nommé, bien sûr, notre projet Apprends-moi la tristesse de façon informelle, mais on n'a jamais défini c'était quoi la tristesse. Un peu comme Laura disait, on n'a pas donné notre vision adulte de la chose aux enfants et ça nous a permis donc d'accueillir ce qui venait des jeunes au lieu, par exemple, de chercher des mots-clés ou de rechercher un miroir de ce qu'on vit comme adulte. Et je pense que ça a aidé les enfants à prendre leur place et ça s'aligne tout à fait avec la mission non seulement de Deuil Jeunesse, mais aussi de Grief Matters aujourd'hui, là, tu sais. Puis c'est bien sûr avec Deuil Jeunesse qu'on a pu s'assurer du bien-être continu des jeunes à travers chaque étape. Donc leur expertise, leur suivi à travers le temps, leur supervision, leur sagesse aussi, leur savoir-être, ça a été un soutien pour la ligne éthique à bien des égards et à bien des moments. Parce qu'on sait que participer à une étude sur le deuil, ça peut déclencher des émotions autant positives que négatives. Et les risques et les bénéfices sont possibles, mais ne sont pas toujours certains. Donc, on navigue dans une certaine incertitude, mais c'est quand même notre devoir de faire en sorte que l'expérience vaille la peine pour tout le monde. Donc, une voie pour arriver à quelque chose comme ça a été de partir du désir des enfants, d'aider à faire avancer les connaissances. Il y en a beaucoup qui sont naturellement altruistes et qui veulent aider la prochaine génération. Ça, on l'a pris en compte autant comme étant un facteur de vulnérabilité qu'un facteur de résilience. Donc, on ne sait jamais comment ça peut virer quand on a envie d'aider puis de faire du don de soi. Faut pas non plus trop en faire jusqu'à s'effacer. Fait qu'encore des lignes très compliquées à naviguer, mais on s'est penché là-dessus puis on a fait de notre mieux. Donc, on voulait inclure des enfants qui se connaissaient bien, qui connaissaient leurs limites, qui connaissaient leur propre motivation et qui voulaient sincèrement être interviewés. Donc, dans le design pour le recrutement aussi, on a pris en compte des choses en apparence très, très simples, mais qui font partie de la vie de tous les jours. Les adultes occupés qui travaillent, qui vivent des fois des deuils secondaires si la personne qui est décédée partageait autrefois leur vie. Donc, ça peut être moins de revenus, moins de temps pour cuisiner, moins de temps pour aller reconduire tout le monde au soccer. Donc, on partait un peu de la logique que, un adulte voudrait pas nécessairement participer à plein d'études au cours de son année, mais allait probablement juste vouloir s'impliquer dans une seule étude par année maximum. Et donc, on a opté pour la clarté, une capsule vidéo séparée en trois volets. Une pour les adultes, où est-ce que là, on parle littéralement des objectifs de la recherche, puis aussi de dates à mettre à l'agenda. Donc ça, c'est très adulte. Ensuite, une pour les enfants plus jeunes et une pour les enfants un peu plus vieux. Donc, c'était à la disposition de tout le monde de choisir quelle vidéo leur parlait plus, puis qu'est-ce qui faisait comprendre l'ensemble des informations nécessaires pour donner un consentement libre, continu et éclairé en lien avec notre recherche. C'est sûr que d'habitude, hein, les recrutements se font avec des affiches, on prend un petit numéro de téléphone ou des pamphlets, mais on n'avait pas envie de surmener personne ni d'ennuyer personne. Donc, notre vidéo répondait mieux aux besoins. Vous voyez l'apparence un peu physique, là. J'ai limite l'air de quelqu'un qui annonce les nouvelles. On voulait pas prendre personne pour des bébés parce qu'on veut pas qu'une capsule comme celle-là ressemble à une publicité qui cible les enfants. On veut pas non plus avoir l'air trop sérieux. Donc, c'était vraiment un juste équilibre qui laisse l'information circuler au mieux possible pour tout le monde, adultes et enfants. Fait que aussi, ça l'a joué dans les salles d'attente chez Deuil Jeunesse, un endroit où est-ce que les enfants se sentaient déjà confortables. Les enfants plus jeunes ont beaucoup aimé voir aussi nos prénoms, nos visages, nos gestuels. Ça nous rendait beaucoup plus humains qu'une feuille de papier et ça faisait moins inconnu, là. Fait qu'on a ainsi pu rencontrer 12 jeunes
Et ma collègue Sophie va enchaîner dans 30 secondes là-dessus. Cela étant dit, comme dans bien des études, il y en a 3 qui ont voulu arrêter après la première entrevue. À ce moment-là, il y a une travailleuse sociale de chez Deuil Jeunesse qui a effectué un suivi pour connaître les raisons, savoir est-ce qu'il y avait une plainte, est-ce qu'il y avait une motivation, des pistes d'amélioration. Et à ce moment-là, les 3 personnes ont pu se retirer sans aucune conséquence. Et puis nous, on a continué avec le reste de la cohorte. Donc, on arrive dans le cœur du projet. Sophie, notre rencontre avec les 12 jeunes personnes qui sont vraiment l'âme de notre projet. Oui, donc on en arrive vraiment au cœur, puis je pense certainement une partie préférée là, à tous les chercheurs, tout le monde a vraiment apprécié venir à Des Jeunesses physiquement à Québec et faire le voyage. Mais avant de faire le voyage, on s'est quand même assuré qu'on pouvait bien présenter les questionnaires, bien être là physiquement dans l'espace. Donc, on a commencé à penser, OK, c'est comment qu'on va faire la livraison de ce questionnaire verbalement aux enfants, comment on va se positionner physiquement dans la salle, tout ça. Et on a été très chanceux que dans les locaux de jeunesse, il y avait déjà, tu sais, pour la plupart des enfants, pu fréquenter ces locaux là, à travers différents suivis avec les intervenants, par exemple. Et il y avait déjà des outils cliniques qui étaient présents sur place, là, donc des chartes des émotions, des pictogrammes, tout ça qui nous a permis aussi, au besoin, d'utiliser ces outils, par exemple, si l'enfant voulait s'exprimer de cette façon-là. Et quand on a un peu pensé à comment on allait se placer physiquement par rapport à l'enfant, là, donc durant l'entrevue, comment on va se placer, on s'est aussi inspiré du protocole MICHD que Laura avait mentionné, là, qui nous a dit que si un enfant se sent peut-être inconfortable, on peut plutôt prioriser un positionnement côté à côté plutôt que face à face en mode entrevue, parce que ça peut mettre les gens un peu plus à l'aise de ne pas se sentir confrontés directement en visuel. Donc, ça a été des bonnes petites stratégies qu'on a pu utiliser. Et pour ce qui est de la durée de l'entrevue, là, c'est sûr qu'on avait prévu que ça allait durer environ 30-45 minutes, mais ça dépendait énormément de la capacité à l'enfant d'élaborer, de sa volonté d'élaborer. Et aussi, par exemple, on a fait quelques entrevues en Zoom. Et puis, ces entrevues-là, c'est sûr, sont un peu plus courtes là, parce que je pense qu'on le sait tout en Zoom. D'habitude, les choses ont tendance à être un peu plus concises. Donc, en général, on a eu des entrevues qui ont duré entre 15 minutes et 1 heure environ, là. Donc, ça a donné une bonne variété. Et puis, même pour les entrevues plus longues d'1 heure, c'était pas l'heure au complet nécessairement qui était sur le questionnaire en tant que tel. Il y a plein d'enfants qui ont, tu sais, on a jasé d'autres affaires, de chansons, de musique, de leur fin de semaine. Il y en a qui ont voulu faire des pauses pipi, aller boire de l'eau. Donc, on a pris ça d'ailleurs comme un bon succès que les enfants se sentent assez confortables pour nous dire qu'ils ont besoin d'une pause ou qu'ils veulent aller, tu sais, se changer des idées. Donc, on a vraiment pris ça en compte, puis on est allé avec ça. Ça s'est très bien passé. Et puis, une des dernières étapes avant de passer à l'action pour bien préparer l'entrevue, c'était de pratiquer certainement le questionnaire. Fait qu'on s'est prêté au jeu, puis on s'est mis en équipe de 2, puis une personne faisait l'intervieweur et une personne faisait l'enfant interviewé, et ça nous a vraiment permis de cibler certaines questions qui étaient redondantes, de les éliminer, d'ajouter des questions pour s'assurer qu'on comprenait bien ce que l'enfant disait. Et c'est ça, les simulations-là nous ont permis au moins de se sentir à l'aise avec le contenu du questionnaire. Pour ce qui est de la prochaine phase, eh bien, on était en direction de Québec. Donc, on est partis tous de Montréal un vendredi après-midi de Montréal. Puis, on a pris la voiture tous ensemble, certains avec leurs médicaments contre les nausées parce qu'on avait des gens qui avaient le mal de transport. Et puis, on est allé à Québec. Et puis, en fait, on a couché là pour que le lendemain, on soit prêt à faire les entrevues samedi matin à Deuil Jeunesse. Voilà. Donc, à notre arrivée, là, je prends un petit moment encore une fois pour remercier Deuil Jeunesse parce qu'à notre arrivée, là, on a été accueillis par Justine,
qui a été incroyable. Elle nous a présenté les locaux, elle nous a présenté davantage de détails sur le mandat, la mission de Deuil Jeunesse. Et elle a aussi assuré que après l'entrevue ou durant l'entrevue, si les enfants avaient un besoin de parler à un intervenant, qu'ils aient cette possibilité-là. Donc, elle a fait un suivi avec tous les enfants après les entrevues pour s'assurer que les sujets évoqués n'allaient pas provoquer d'autres émotions négatives, là. Donc, ça a été énorme. Après avoir fait toutes les entrevues, c'est environ divisé équitablement là, entre membres de l'équipe. On est tous revenus ensemble pour en discuter, puis on a vraiment été impressionnés par la qualité des réponses qu'on avait reçues, là, d'ailleurs, des enfants, puis aussi de la résilience là, qu'ils avaient présentée. Certaines histoires étaient très, très émouvantes. Donc, tu sais, avant d'aller à l'entrevue, on s'était demandé si on devrait montrer nos émotions, si jamais les histoires étaient un peu plus touchantes. Et on a fait des recherches là-dessus, notamment dans la littérature, ce qui était conseillé. En fait, c'était bien conseillé de laisser transparaître s'il y a des émotions qui ressortent. C'est pas nécessairement qui fait en sorte que l'entrevue soit coupée par des sanglots, mais si les larmes montaient un peu aux yeux, on se permettait cette petite émotion-là. Puis ça a créé un super beau moment de proximité. Donc, vraiment, ça a été une incroyable expérience. Puis ça nous a donné beaucoup de jus pour la prochaine étape, donc printemps 2024 pour l'analyse des données que Mathilde va vous présenter. Oui, donc pour le printemps 2024, d'abord, ce qu'on a commencé par faire, c'est de mettre toutes nos entrevues avec les jeunes sous forme de verbatim. Et puis, on a fait une analyse qui est pour le moment plus quantitative, en fait, des verbatim. C'est important de noter ici que ce que je vais vous présenter, c'est vraiment des résultats préliminaires parce que notre étude, elle est toujours en cours. Et aussi qu'il ne s'agit pas ici d'un avis professionnel. Donc, pour ce qui est de notre analyse, il y a plusieurs éléments qui sont ressortis et qu'on a retrouvés chez la majorité des enfants. Donc, tout d'abord, la présence des objets de substitution internes. Donc, la plupart des enfants, en fait, ils ont des discours internes avec eux-mêmes pour gérer leur tristesse. Donc, il y a plusieurs qui nous ont partagé qu'ils avaient des discours motivants avec eux-mêmes et cela dans leur tête. Par exemple, ils se disent, t'es capable de le surmonter ou ça ira mieux demain. Puis certains, ils vont aussi en fait communiquer avec la personne décédée, et ça dans leur tête. Donc, par exemple, certains enfants peuvent se demander dans leur tête, est-ce que tu es fier de moi? Ou bien même raconter la journée qu'ils ont passée à leurs proches décédés, et ça dans leur tête. Et chez d'autres enfants, la communication va se faire plutôt à voix haute, ou bien même à travers l'écriture de lettres, par exemple. Sinon, on a aussi remarqué que la totalité des enfants nous ont parlé avoir un ou plusieurs objets de substitution externes, donc des objets qui peuvent être différents selon l'enfant. On a trouvé comme, par exemple, comme objet de substitution des doudous, des toutous, des photos ou des vidéos. Puis en fait, dans beaucoup de cas, c'est des objets qui ont appartenu à la personne décédée, qui ont été offerts par cette personne ou bien qui représentent cette personne. Par exemple, une photo qui représente la personne décédée. Et puis, en fait, les jeunes les utilisaient souvent, par exemple, pour se réconforter ou pour se rapprocher de la personne décédée quand ils se sentent tristes. Comme objet de substitution externe, presque la totalité des enfants nous ont mentionné que les câlins d'un adulte en qui ils ont confiance, c'est vraiment une source vraiment importante de réconfort lorsqu'ils se sentent tristes. Ensuite, nous, pendant notre entrevue, en fait, on a posé la question aux enfants à savoir s'il y avait eu des changements dans leur routine après le décès de la personne. Puis en fait, dans la plupart des cas, le seul changement qui est ressorti, c'est un changement dans la structure familiale. Par exemple, un enfant qui va se retrouver dans une famille recomposée. Mais il y a eu en fait aucune mention d'une activité qu'ils ne peuvent plus faire ou bien d'un changement dans leur quotidien qui concernait pas la personne décédée. On a aussi plusieurs jeunes qui nous ont parlé du fait qu'ils se retenaient de pleurer à l'école. Et c'est d'ailleurs la seule place où, en fait, ils vont systématiquement se retenir de pleurer. Puis, en fait, ils nous ont partagé que cette retenue à l'école, en fait, c'est associé à un sentiment de gêne. C'est comme s'ils se sentaient gênés, en fait, de pleurer devant leurs camarades de classe. Il y a aussi plusieurs enfants qui nous ont partagé qu'ils vont garder leur tristesse pour soi, même quand ils sont chez eux à la maison. Puis ce qui est ressorti, c'est que certains ont peur, en fait,
que le fait de partager leur tristesse va rendre les personnes qu'ils aiment tristes également. Donc, chez ces jeunes-là, il y a comme une intériorisation de la tristesse. Puis il y a aussi plusieurs enfants qui ont nommé qu'ils préféraient s'isoler quand ils se sentent tristes. Et pour finir, en fait, nous, avant notre étude, on s'était posé l'hypothèse que la tristesse peut être réparatrice et que notamment, on pourrait se sentir mieux après qu'on ait pleuré. Et en fait, les entrevues nous ont montré que c'est pas forcément le fait de pleurer qui font que les jeunes vont se sentir mieux, mais ce qui est vraiment ressorti, c'est qu'en fait, le fait de parler de leur tristesse avec une personne de confiance, ça va leur permettre de se sentir mieux. Et en fait, on a un jeune qui nous a notamment partagé que quand il se sentait triste, il va ressentir sa tristesse comme une douleur physique, comme quand il est malade. Puis en fait, quand il a la possibilité de pouvoir parler de cette tristesse, c'est comme si sa douleur va diminuer. Donc ça, c'est un peu pour nos résultats préliminaires. Puis en fait, on remarque que certains de ces éléments correspondent à ce que la littérature nous dit, notamment avec ce que Laura nous avait présenté en début de présentation. Donc en fait, déjà, la littérature nous parle de la présence d'objets qui sont associés aux proches décédés. Et c'est aussi une chose qui a été présente dans le témoignage des enfants. Et c'est la même chose pour la communication avec la personne décédée. Et on a bien sûr aussi remarqué l'aspect très résilient de l'enfant, qui à première vue n'a pas vraiment l'air très affecté par le deuil, surtout si on va regarder au niveau de la routine, qui change que très peu. Et puis comme le dit la littérature, en fait, les jeunes se retrouvent facilement dans un état où ils ne sont pas tristes, où le deuil ne semble pas beaucoup les affecter, mais en fait cela pourrait être simplement une manière pour eux de vivre leur deuil. Puis un élément, comme je le disais avant, qui a aussi été relevé, c'était le fait que les jeunes se retiennent de pleurer à l'école. Et en fait, ça, c'est vraiment un sujet qui rejoint déjà des problématiques qui existent dans la littérature, notamment comment la société voit et va influencer la manière de faire son deuil. Et puis, dans la même perspective, c'est important de mentionner qu'il y a plusieurs de nos enfants qui ont subi malheureusement du harcèlement scolaire. Euh, un des enfants nous a mentionné qu'il se rendait compte avec le recul qu'il avait l'air plus vulnérable que les autres. Donc c'est vraiment une observation qui est importante puis qui relève que c'est important de sensibiliser au harcèlement dans les écoles. Et en fait finalement, donc un élément nouveau qui ressort de notre recherche et qui est également l'élément central à notre recherche, c'est vraiment l'aspect subjectif de la tristesse. Donc, comme ça a été déjà dit, mais nous, on a vraiment donné la parole aux enfants pour qu'ils nous parlent eux-mêmes de leur propre expérience subjective du deuil. Donc, si je peux faire une petite conclusion de tous les résultats préliminaires que je vous ai présentés, c'est vraiment que le deuil est très unique pour chaque enfant, mais qu'il y a quelques échos, quelques similarités qui vont se retrouver à travers les âges, puis aussi les différentes manières de gérer la tristesse et le deuil chez les enfants. Donc, il y a certains éléments en fait qui ont pu impacter nos résultats préliminaires et en fait c'est sur ça qu'on s'est penché pendant l'été. Donc ces éléments, je vais vous les présenter. En fait, c'est possible tout d'abord bien sûr qu'on ait mal interprété ce que nous ont dit les enfants, ou bien par exemple qu'ils aient mal compris la question, que les questions n'ont pas été assez claires pour eux. Aussi, malgré en fait qu'on s'est inspiré du protocole NICHD, ça reste qu'on n'est pas des experts de protocole, donc c'est possible qu'il y ait une certaine suggestivité qui est restée à travers certaines de nos questions, et ça aurait pu influencer notamment les plus jeunes dans une direction ou dans une autre. Puis c'est aussi important de faire attention à la désirabilité sociale. Donc nous, en fait, c'est sûr qu'en début d'entrevue, on a vraiment mentionné aux enfants que il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse à nos questions. Puis ce qui était important, c'est vraiment qu'ils nous partagent ce qu'ils pensent. Mais c'est possible que malgré ça, il y a certains jeunes qui aient pu parfois répondre selon ce qu'ils pensaient que nous, on aurait voulu entendre, ou qu'ils aient répondu en pensant vouloir donner une bonne réponse, par exemple. Donc en bref, il y a plusieurs des facteurs qui auraient pu mener à une mauvaise interprétation des résultats. Donc nous, pour pallier à ça, en fait, on s'est dit qu'on allait faire des rencontres de validation. Donc en fait, on a créé un tout nouveau questionnaire
questionnaire qui découle des résultats préliminaires et en fait qui veut encourager la discussion autour des résultats plus généraux. Donc en fait, comment est construit le questionnaire, c'est que en fait, on a fait des phrases affirmatives qui sont courtes et claires, et en fait, on a invité les enfants à répondre s'ils trouvaient que ces affirmations sont vraies ou fausses, ou même les deux ou aucune des deux, et on leur demandait de justifier pourquoi. Donc euh, par exemple, on leur demande un exemple de question serait les jeunes aiment être dans un lieu qui leur rappelle la personne décédée. Penses-tu que c'est vrai ou faux? Pourquoi? Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de confirmer nos résultats préliminaires, mais aussi en fait de donner l'opportunité aux jeunes de pouvoir approfondir leurs idées ou même rajouter des choses qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de dire lors des premières entrevues. Et ces entrevues-là, elles se sont cette fois faites à distance pour éviter qu'on refasse le trajet jusqu'à Québec. Puis aussi, puisque l'été, c'est les vacances des jeunes, donc c'est possible que ce soit un peu plus complexe à organiser. Donc, voilà pour notre été 2024. Puis là, je vais laisser Josiane parler de la suite. Donc, oui, on approche bientôt du moment présent de l'année. Donc, en ce moment, on a le recul nécessaire pour s'avouer, dans le fond, les limites de notre propre étude. Fait que des suites d'un recrutement au sein d'un même organisme, bien entendu, auprès de Deuil Jeunesse, il y avait un effet d'homogénéisation de notre échantillon. C'est-à-dire qu'on avait des enfants qui avaient des intérêts similaires, qui étaient entourés d'adultes disponibles, qui s'impliquaient dans leur vie, très au courant des services qui étaient offerts dans leur coin, qui étaient prêts à demander de l'aide, demander de l'accompagnement. Il y a l'emplacement aussi qui nous prédisposait à surtout rencontrer des personnes francophones et blanches, peut-être issues du même milieu socio-économique. Mais en revanche, on a eu quelque chose d'impensable dans les recherches sur le deuil des adultes qui surreprésente là, très souvent l'expérience des femmes. Eh bien, avec les jeunes, on a atteint un super bel équilibre au niveau de l'identité de genre. Et ça, c'est un excellent apport des enfants à la littérature sur le deuil en général. C'est vraiment non négligeable. Et parlant de littérature, même si on avait fait une revue de littérature avant de commencer, au tout début, on a souhaité quand même actualiser nos connaissances en cours de route parce qu'on ne cesse jamais d'apprendre et parce que les gens intelligents ne cessent jamais de publier des nouvelles idées et de mettre en place des événements comme ceux d'aujourd'hui. Donc, je vais inviter mes trois collègues à vous parler des ressources qu'ils ont consultées cet été pour que vous puissiez au moins quitter avec des idées qui sont faciles d'accès. Donc, un clic sur un site web, il y a des réunions mensuelles, une adresse et puis on y est. Il y a des emprunts à la bibliothèque qui sont possibles, des achats à la librairie qui sont possibles. Comme ça va vous donner quelque chose d'un peu plus concret à la fin de notre présentation. Et vous allez voir, il y a une bonne diversité là, dans les formats, les publics et les styles. Donc, je pourrais commencer par Laura. Oui, donc cet été, je me suis penchée sur le livre The Science of Sadness, qui a été publié par la presse du MIT par David Huron. Donc, je vous avoue que c'est un livre quand même assez long, avec du vocabulaire assez technique, mais super intéressant. Et il va vraiment proposer une nouvelle manière de comprendre la tristesse. Donc, pour l'auteur, c'est pas seulement une simple douleur émotionnelle, mais elle joue aussi vraiment un rôle crucial dans l'évolution humaine et nos interactions sociales. Donc, dans les grandes lignes, il va vraiment parler de comment la tristesse encourage le soutien social et renforce les liens entre les individus. Et il va aussi parler de l'aspect culturel de la tristesse que j'ai trouvé super intéressant. Et il parle vraiment comment chaque culture interprète et façonne différemment cette émotion. Donc je trouvais que c'était un livre très intéressant pour aider à prendre un petit peu de recul et comprendre un peu ce qui se cache derrière nos émotions. Oui, donc pour ma part, dans le fond, j'ai assisté au Kids Grief Seminar mensuel. Donc, vraiment, il y en a un à chaque mois. Puis ça a été animé, bien sûr, par kidsgrief.ca. Donc, ressources destinées à aider les parents et les professionnels qui accompagnent un jeune vivant un deuil. Donc, dans ce cas-ci, c'était animé par Andrea Warnick, qui est une thérapeute du deuil pour les enfants. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a répondu aux questions qui avaient déjà été soumises ou qui rentraient sur le chat durant la conférence. Donc, ça a été assez spontané comme sujet.
Je vous ressors un peu les points saillants là, qui étaient sortis du séminaire. Donc, on a parlé de trois choses malheureuses, principalement. Donc, les émotions du deuil, comment faciliter un environnement pour parler du deuil, puis aussi des signes de trauma ou des drapeaux rouges à garder un œil ouvert pour ses enfants si jamais ils vivent un deuil. Donc, pour ce qui est des émotions du deuil, elle soulevait que l'émotion de la colère est tout à fait normale, là. Donc, certains proches étaient surpris quand un enfant exprimait cette émotion-là, mais elle affirmait que comme plusieurs autres émotions, là, c'est tout à fait normal et on le voit relativement souvent dans les enfants. Et puis aussi que ce soit complètement normal qu'il y ait une résistance à partager l'expérience de deuil vécu. Donc, dans le fond, pour essayer de favoriser que l'enfant parle de son deuil, c'est sûr que c'était recommandé de créer des moments d'activité communs où l'objectif principal n'était pas de parler du deuil nécessairement, mais plus l'objectif c'était de créer un moment de partage qui pouvait peut-être ouvrir une porte à ce que l'enfant se sente confortable de communiquer à propos de ça. Donc ça, c'était, tu sais, c'est bien sûr créer un environnement sécuritaire, là, donc que ce soit par une activité ou, tu sais, sportive ou, tu sais, un environnement propice au partage. Et puis, bien sûr, proposer d'écouter plutôt que de tenter de résoudre le deuil. Donc, vraiment prendre le rôle d'un agent plus passif plutôt qu'un agent qui tente de résoudre le problème pour l'enfant. Pour ce qui était des signes de trauma ou les drapeaux rouges à regarder, avant que je vous les nomme un petit peu, petite mise en garde, il y en a plusieurs que c'est vraiment si c'est un comportement observé à long terme. Donc, il y en a certains qu'à court terme, c'est bien normal de voir ces manifestations-là, mais à observer surtout sur le long terme, si ça continue à être problématique, pensez à en parler à un intervenant. Donc, ça a été soulevé, c'était le fait que le jeune évite certains lieux ou évite de parler de la personne décédée, que son appétit, son sommeil, des cauchemars, qu'il y ait des cauchemars ou des flashbacks là, répétitifs. Ça pourrait être problématique aussi. Tout ce qui est pensée répétée de la mort ou, bien sûr, des idées suicidaires ou des attaques de panique, là, tout ça, c'est surtout des idées suicidaires, c'est le genre de choses que tu n'as pas besoin d'attendre longtemps là, pour que ce soit préoccupant. Tout ce qui est comportement de régression, donc retourner vers sucer son pouce, retourner vers mouiller son lit, tout ça, ça peut être abordé avec un intervenant. Et puis, le refus d'aller à l'école aussi, comme signe à long terme, à garder un œil ouvert sur ça. Moi, de mon côté, pendant l'été, en fait, je me suis plongée dans la lecture du livre qui s'appelle Ton absence m'appartient, qui a été écrit par Rose-Aimée T. Morin. Puis en fait, l'autrice ici nous parle de son père, puis du deuil qu'elle a vécu lorsqu'elle était enfant, ainsi que la quête de sens et d'identité qui a suivi pour elle la perte de son père. Donc, pendant ma lecture, en fait, j'ai fait quelques observations dans le récit de l'autrice. Puis j'ai remarqué certains points qui sont similaires avec les interviews qu'on a menées avec les enfants de deuil jeunesse. Donc, par exemple, j'ai beaucoup retrouvé dans ce livre la présence d'objets de substitution externes. Donc l'autrice en fait aborde même une fois qu'elle est adulte, elle a toujours dans sa vie la présence d'objets, d'images ou même de personnes qui lui permettent de se remémorer son père qui est décédé. Puis, dans l'ouvrage, en fait, on voit aussi beaucoup l'impact important que le deuil et la mort peuvent avoir. Par exemple, on remarque que les éléments qui sont liés à la mort et au contexte qui entoure la mort et le deuil sont des souvenirs qui sont très détaillés dans l'esprit de la personne adulte qui le raconte, même si elle le raconte des dizaines d'années après que ce soit passé, en fait. Puis le récit de l'autrice montre aussi que le deuil et l'absence de son père, ça continue de l'impacter même quand elle est adulte. Par exemple, elle parle qu'elle a une crainte de la mort et de la perte, qu'elle a souvent des questionnements sur qu'est-ce que son père pourrait penser d'elle aujourd'hui, ou encore, en fait, elle va continuer de rechercher son père à travers de nouvelles relations. Puis en fait, finalement, ce livre nous a ouvert une nouvelle perspective intéressante qu'on va explorer durant notre deuxième année. Donc, ce serait d'aller voir quels sont les impacts du deuil qui est vécu à l'enfance, mais chez les endeuillés une fois adultes. Et ça, ce serait des endeuillés qui n'ont pas eu la chance de s'exprimer dans une étude comme la nôtre à l'époque. Puis pour finir un peu notre
notre présentation, je vous ai mis une petite citation que je trouvais belle, que je tirais du livre. Son absence m'appartient, son existence m'a défini, son manque ne devrait pas en faire autant. Toute ma vie, j'ai cru que je ne m'appartenais pas. Maintenant, j'ai trouvé quelque chose qui n'est qu'à moi, ce deuil et ses suites. Merci Mathilde, c'est très beau comme ouverture sur l'année 2. Donc l'année 2, c'est aujourd'hui le prochain jour du reste de notre vie. Donc tout est devant nous. Et c'est aussi une transition parfaite pour que Josée parle du livre qu'elle a écrit justement sur ce sujet, qu'elle nous informe. On va tout noter puis on va l'inclure, c'est certain. Et nous allons prendre des questions, des commentaires. Ça peut être écrit, ça peut être oral. Ça va rester confidentiel puisque je vais arrêter le partage et l'enregistrement. Et je vous remercie chaleureusement. José, on t'écoute si tu veux nous parler un peu de ton œuvre. Alors, ben moi, tout d'abord, je pense que c'est important de préciser que je ne suis pas une chercheure. Je suis vraiment une clinicienne, une travailleuse sociale. Ce que j'ai décidé de faire, parce que au début, dans ma pratique, je ne voyais pas de consensus littéraire par rapport à ce qui se vivait auprès des jeunes et j'ai décidé de me laisser guider par leur vécu. L'écriture de mon livre, c'est Accompagner un jeune en deuil, mais c'est comme la troisième version d'un livre qui a commencé avec le nom, c'était Derrière mes larmes d'enfant, la mort et le deuil me font mal. Le deuxième, c'était Mort, mais pas dans mon cœur. Puis là, il y a Accompagner un jeune en deuil, mais en fait, c'est la même structure, mais qui a été vraiment remaniée là, de maison d'édition en maison d'édition. Et pour le faire, évidemment, j'avais mon expérience clinique de jeune qui le vivait au moment où je l'écrivais, ce livre-là, puis tous ceux que j'avais rencontrés avant. Mais j'ai rencontré une soixantaine d'adultes endeuillés dans leur enfance, d'où j'ai pu puiser des phrases, des citations qui viennent vraiment colorer ce que je dis dans ce livre-là, qui est vraiment les constats cliniques les plus que moi j'avais fait. Donc, ces rencontres-là m'ont vraiment fait réaliser beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis, ils m'ont aussi permis, écrire ce livre-là m'a permis de décider de quelle théorie je garde dans la vie, puis quelle théorie je rejette. Ça a été vraiment important. C'est ça. Donc, il est disponible dans toutes les bibliothèques, je crois, là, et puis dans les librairies. Mais ça a été, ma première version était vraiment une version où j'avais le goût de réveiller les gens. Honnêtement, c'était beaucoup plus émotif. La deuxième était un petit peu plus, tu sais, je l'ai amené un petit peu plus théorique. Puis la troisième, ben, c'est un beau mélange. Je pense que c'était la version finale. Là, je ne crois pas que je vais refaire une autre version de ce livre-là, mais c'est ça, c'est un beau mélange. Et j'ai gardé les citations, puis j'ai même rencontré à nouveau d'autres adultes endeuillés dans l'enfance pour le parfaire. Voilà.